de droit privé et sciences criminelles, l'Université de Lorraine. Merci Monsieur le Président. Quelques mots pour introduire mon intervention de ce matin, quelques mots de remerciement, bien entendu, aux organisateurs, et en particulier parce que cela me permet de revenir à Lille où j'ai la chance d'être invité pour le troisième colloque. Les deux premiers n'étant pas directement sur cette thématique, encore que je voudrais saluer le premier colloque qui avait eu lieu il y a 3 ans à l'initiative du professeur Xavier Labbé sur l'homme augmenté et cette question globale des différentes augmentations médicales, génétiques, technologiques, électroniques qui nous conduisent aujourd'hui à parler d'humanisme augmenté. Il y avait aussi la dimension de la sexualité qui concernait cette question, par exemple, au travers des médicaments. Et on dira peut-être un mot de la médicalisation de la sexualité par, en particulier, l'explosion, il y a 10 ans, celle du Viagra. Deuxième colloque qui m'a conduit à venir dans cet amphithéâtre, organisé par Audrey Darsonville et Julie Léonard, sur le sexe et la loi. On se rapproche de notre thématique du jour. Et puis aujourd'hui, troisième collègue que j'ai l'honneur de rencontrer, le professeur Cartier, qui nous invite les uns et les autres à travailler sur sexualité au pluriel, autonomie au singulier et un handicap au pluriel. Et pour ce qui me concerne, on m'a demandé de travailler sur sexe au singulier, normes au pluriel et liberté au singulier. Donc j'ai essayé de réfléchir à ces questions-là, fort de l'expérience d'un certain nombre de travaux antérieurs en partenariat, entre autres, avec Alain Giamy et un certain nombre d'autres collègues. Ceci étant dit, je suis un petit peu frustré d'entendre depuis ce matin parler de choses très intellectuelles sans que la dimension incarnation de la sexualité ne soit évoquée, à savoir, je dirais que les préliminaires ont été extrêmement longs avant qu'on parle de cul, puisque la question qui va nous occuper tout au long de ce jour, c'est quand même un rapport à la dimension charnelle de la vie des êtres humains, qui est l'intimité sexuelle, avec des mots qui me semblent nécessaires de prononcer parce qu'ils correspondent à une réalité, et pas uniquement pour le bonheur de choquer ou de provoquer, mais il va falloir qu'on parle, oui, de masturbation, de pénétration, d'exhibition, de seins, de caresses. Ce sont les thèmes qui sont au cœur de nos réflexions. Pour parler de ces questions-là, je voudrais diviser mon propos. Certains se disent c'est un juriste, donc forcément on va avoir 2 parties, 2 sous-parties. Donc je vais vous parler de 3 points. 3 points qui pourraient être chronologiquement la question du rapport entre sexe, normes et liberté, je dirais avant le temps présent, notre passé, nos racines, puis dans un deuxième temps de l'actualité du droit et des normes sur cette question-là, avant de parler dans un troisième temps de ce qui se dessine sous nos yeux. Autrement dit, l'origine du monde, pour faire allusion au tableau de Courbet, puis l'empire des sens et la liberté guidant le peuple. Pour ceux qui ont besoin d'images, je pense que c'est assez explicite. L'origine du monde, le droit antérieur, celui qui existait avant aujourd'hui, est très révélateur d'une conception de la vie en société et des relations humaines. L'ensemble du droit de l'ancien régime qui va se prolonger au-delà de la Révolution est construit sur l'idée d'un modèle unique qui est le modèle du couple hétérosexuel marié qui a des relations sexuelles uniquement et exclusivement dans le but de la reproduction. On a une conception du sexe pendant des siècles qui est inspirée bien évidemment par tous les monothéismes qui prêchent dans cette direction-là. On ne fait l'amour que pour faire des enfants dans un couple hétérosexuel marié. Voilà le modèle type. Et donc les règles de droit sont construites autour de la protection de ces valeurs. Le droit n'étant que, est-ce que c'est une science sociale? Je ne sais pas, mais en tout cas le droit c'est la manière pour une société d'organiser ses permissions et ses interdictions
d'organiser et de hiérarchiser ces valeurs. Eh bien, les valeurs, elles sont claires et nettes. C'est le couple hétérosexuel marié qui a des relations sexuelles pour faire des enfants. Et c'est tout à fait raccord avec ce que évoquait Alain Germy sur la vision médicale des choses. À l'époque, tout ce qui est sexualité hors but de reproduction est suspect juridiquement et médicalement. Ce sont des paraphilies. C'est en particulier le grand anathème sur la sodomie pendant des siècles et des siècles, que ce soit hétéro ou homo, parce que c'est une pratique non reproductive. Même chose sur la masturbation, qui va être juridiquement et médicalement soupçonnée, accusée, etc. Parce que c'est du gaspillage de spermatozoïdes, puisque ça n'est pas dans le but de reproductif. Et tout ça va bien évidemment avoir un impact sur la question des personnes en situation de handicap, puisque, ce n'est pas le cas de toutes, mais certaines sont dans des situations de ne pas pouvoir se reproduire, ou dont la reproduction pourrait perpétuer le handicap ou le gène défaillant, etc. Et donc, il y a bien évidemment tout un discours, tout un dispositif qui va être plutôt limitatif par rapport à ces questions. Je voudrais faire allusion, toujours pour le passé, dans ce premier point, sur l'origine du monde, à la question particulière de la définition du viol. Puisque la définition du viol, qui n'est pas à l'époque légale au sens strict du terme, mais jurisprudentielle, ça ne peut être que le viol d'une femme par un homme, par une pénétration vaginale. On est dans la protection juridique pénale de cette vision de la sexualité qui est très hétéro à but reproductif. Tout ce qui n'est pas ça, en termes d'actes imposés, n'est pas du viol, mais de l'attentat à la pudeur, etc. On a une hiérarchie des valeurs qui transparaît aussi au travers du code pénal. Deuxième, autre exemple qui a déjà été abordé, la question de la stérilisation. Il est clair que pendant des décennies, on a stérilisé, y compris sans leur accord, voire sans les tenir au courant contre leur gré, un certain nombre de personnes sur la base de décisions familiales par rapport à des personnes en situation de handicap, surtout et presque exclusivement des jeunes femmes. Ceci étant, qu'est-ce qui change et à quel moment ça change? Eh bien, c'est le juriste civiliste Jean Carbonnier qui va bien le montrer. La décennie qui change tout en droit, dans le passé récent, c'est la décennie 65-75. 1965-1975, tout bouge, les lignes bougent sur le plan du droit de la famille et du rapport à la sexualité. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'arrive à maturité la génération post-Deuxième Guerre mondiale. C'est en France, mais aussi en Europe et dans le monde, l'arrivée, et c'est pas un hasard si au milieu de la période on a mai 68, qui en France est au mois de mai, mais qui commence en janvier à Berkeley, qui finit en décembre à Tokyo, c'est un mouvement occidental concernant le fait de secouer les cadres anciens, et je retiendrai un maître mot dans les slogans de mai 68, qui est de jouir sans entrave. On rentre dans une logique où on a une nouvelle génération d'êtres humains qui dit « nous on veut pouvoir baiser pour baiser, jouir pour jouir, et pas pour faire des bébés ». C'est ça le grand changement dans l'approche sociétale de la sexualité. À partir de là, eh bien, il va y avoir des conséquences. On va voir l'émergence de la loi sur le divorce, mais aussi en 72 sur la filiation, etc. Bref, les lignes bougent, le droit ancien va laisser place, et je reprends la formule de Jean Carbonnier qui dit « on était dans un modèle familial unique, stéréotypique ». Ça ne voulait pas dire qu'avant ces réformes de ces années-là, il n'y avait pas des enfants hors mariage et des relations sexuelles hors mariage. Il y en avait, mais c'était clandestin, caché et juridiquement discriminé. Le bâtard avait un statut juridique défavorable par rapport à l'enfant légitime, etc. La concubine par rapport à la femme mariée. À partir des années 70, Jean Carbonnier dit « à chacun sa famille, à chacun son droit ». La société admet qu'il y a une pluralité de modèles familiales et en même temps, elle va valider qu'il y a une pluralité de sexualité. Pluralité de formes de sexualité, c'est un acquis de ces années-là qui va conduire, dans un deuxième temps de mon propos, à une situation contemporaine, le droit positif en matière de normes, de liberté et de sexualité. Le droit actuel, que l'on pourrait éventuellement qualifier d'empire des sens, eh bien, c'est de permettre aujourd'hui l'épanouissement de l'individu
dans sa sexualité ou sa non-sexualité. Le principe qui est désormais celui qui gouverne l'ensemble de la vie en société sur le plan du droit, c'est celui de la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, c'est le principe, et on va voir, ça a déjà été évoqué, que le juge va, dans un certain nombre de cas, être le garant du respect de cette liberté sexuelle. Le principe, on va dire pour les majeurs, pour faire simple, s'il y a des questions, on verra sur la sexualité des mineurs, mais pour le majeur, le principe, c'est la liberté sexuelle. Liberté d'avoir une sexualité ou pas, parce que c'est aussi, bien évidemment, l'autonomie pour l'individu. On a des gens qui souhaitent être asexuels, respect, liberté d'avoir une sexualité ou pas, d'avoir une sexualité seule, ou avec un partenaire, ou 2, ou 12, ou 60, partenaires homo ou hétéro, ou avec, comme je le dis souvent, 5 fruits et légumes par jour, chacun fait comme il veut en matière de sexualité. Le principe, c'est la liberté. Liberté, océan de liberté, avec toutefois 3 grands îlots d'interdits. 3 grands îlots d'interdits qui sont les actes imposés au corps d'un individu, les actes imposés à son psychisme, et puis tout ce qui est périphérique à la prostitution. Voilà comment on peut résumer la question du droit applicable, des normes applicables en matière de sexualité. Liberté sexuelle, sauf ce qui est contraint sur le corps, viol, agression et atteinte, contraint au psychisme de l'individu, les exhibitions et le harcèlement, et puis ce qui est périphérique à la prostitution, proxénétisme, et depuis 2016, le client de la personne qui se prostitue. Ceci étant, il faut le décliner un petit peu dans notre champ d'études actuel, à savoir la question du handicap. Est-ce que, en matière de handicap, il peut y avoir application des règles sur le viol, les agressions ou les atteintes sexuelles? Est-ce qu'il y a des actes qui peuvent être poursuivis? Bien évidemment, une personne en situation de handicap peut être violée, agressée sexuellement. Il y a même, semble-t-il, des statistiques qui démontrent qu'en institution, on aurait plus de probabilité, malheureusement, d'être victime d'infractions sexuelles sur son corps que dans la vie ordinaire, quotidienne. Lorsqu'une personne en situation de handicap est violée, malheureusement, c'est une infraction pénale criminelle qui sera poursuivie. Elle est même aggravée si elle est considérée comme vulnérable au moment des faits. Bien. Le code pénal va-t-il plus loin? Non. Il n'y a pas d'autre règle que l'application du droit commun avec éventuellement cette circonstance aggravante. Autre question, est-ce qu'une personne en situation de handicap peut être violeuse ou agresseuse d'autrui? Évidemment oui. Évidemment oui. On a application stricte du droit commun qui ne s'arrête pas à la porte des institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap, des agresseurs qui sont par ailleurs des individus atteints de handicap. Se pose la question éventuellement de la responsabilité, de ce qu'on appelle, nous juristes, l'imputabilité de l'agresseur qui est victime d'un trouble mental. Est-ce que l'individu qui a un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli totalement son discernement peut être agresseur sexuel? Oui. Qu'est-ce que ça deviendra sur le plan juridique? Est-ce qu'on pourra le poursuivre si, par expertise psychiatrique, on démontre que son discernement était aboli, totalement disparu? Alors, comme tout un chacun, on appliquera les articles 122 et suivants du Code pénal, c'est-à-dire qu'il échappera à des poursuites pénales. Au même titre qu'un incendiaire, qu'un assassin, bien évidemment, c'est l'irresponsabilité pénale, pour faire court, du malade mental de manière générale. Mais ce ne sont que l'application des règles de droit commun, il n'y a rien de spécifique à la question du sexe en ce qui concerne cette restriction. Deuxième grand pan d'interdit dans notre îlot de liberté, outre les atteintes à l'intégrité physique au travers d'infractions sexuelles, les atteintes à l'intégrité psychique, à la liberté de l'individu, harcèlement et exhibition. On retrouve le même raisonnement. Est-ce qu'une personne en situation de handicap peut être victime de harcèlement? Oui. Sexuel et ou moral. Victime d'exhibition? Oui. Est-ce qu'elle peut être éventuellement suspecte? Bien évidemment. Il n'y a rien de particulier. S'il y a des questions, on verra sur les hypothèses. Et enfin, tout ce qui est périphérique à la prostitution, à savoir le proxénétisme et, depuis 2016, les clients de prostitution. Et là bien évidemment, et
certains dans cet amphithéâtre s'attendent à ce que j'attaque le dossier. C'est le troisième point, ce droit qui se dessine sous nos yeux actuellement et pour demain, ce que j'intitule la liberté guidant le peuple, qui mérite quelques minutes de préoccupation de ma part. La question qui se pose ici est celle du droit et du regard juridique sur ce qu'on a évoqué déjà ce matin et qui est dans le programme et qui sera abordé par d'autres, l'accompagnement sexuel ou l'assistance sexuelle. C'est-à-dire le recours à un individu qui aurait pour mission ou pour fonction de venir épauler, venir aider, assister, accompagner, on cherche des verbes et des synonymes, bref, qui viendrait aider sexuellement une personne en situation de handicap qui en a exprimé le désir et qui n'a pas de partenaire classique, ordinaire, dans son entourage. Et là, il faut parler donc du droit par rapport à l'accompagnement sexuel et de l'approche en termes juridiques d'une part et de l'influence de la morale qui vient perturber, interférer, voire polluer le dialogue sur cette question. D'abord le droit, et ensuite l'arrivée brutale de la morale dans l'analyse juridique. Le droit en matière de rapport avec un tiers rémunéré pour un but de jouissance sexuelle, c'est bien évidemment la thématique de la prostitution que nous allons ici aborder. Première question, est-ce que l'accompagnement sexuel d'une personne en situation de handicap, c'est de la prostitution? Zéro doute là-dessus. Oui, évidemment oui. Quand on en discute avec les gens de terrain, ils vont dire mais non, moi je suis pas prostituée, je suis accompagnant. D'autres vont dire mais moi je suis escorte, moi je suis autre chose, je suis call girl, moi je suis... Juridiquement, qu'est-ce que dit le droit? Bien évidemment, la prostitution n'est pas une infraction pénale. Mais qu'est-ce que dit le droit pour le proxénète? Et on verra les différentes formes de proxénétisme dans une minute. Proxénète, c'est celui qui va, d'une manière ou d'une autre, inciter ou bénéficier ou faciliter l'activité d'une personne qui se prostitue. C'est quoi la prostitution? Nous avons en droit une définition qui est très ancienne. Elle a déjà quelques décennies. Elle date de 1977. En 1977, s'est posée une question, et c'est une décision du tribunal correctionnel de Thionville, qui est très intéressante et encore instructive aujourd'hui. L'affaire est la suivante. À Thionville, en 1977, s'ouvre un salon de massage thaïlandais. C'était la mode à l'époque. Salon dans lequel un gestionnaire va recruter des masseuses, avec dans le contrat de travail une clause disant dans l'établissement il n'y aura pas, il vous est interdit d'avoir des relations sexuelles avec les clients, très bien. Dans l'établissement, dans la salle d'attente figure ici il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec les clients, très bien. Et une clientèle commence à se renseigner, à venir et à bénéficier des services qui sont des services de massage qui vont jusqu'aux finitions. Des massages masturbatoires de clients qui payent pour être caressés dans un but d'orgasme. C'est assez explicite ou il faut un PowerPoint, ça ira, ça. Il se trouve que l'établissement en question est situé à 50 mètres du commissariat de police de Thionville. Et la police, on ne sait pas comment, est informée de l'existence de cet établissement. Est-ce qu'il y a eu une mission d'infiltration? Est-ce qu'il y a eu sur le budget de l'État? Je ne sais pas. Toujours est-il que des poursuites sont engagées contre le gérant, pas contre les masseuses, contre le gérant pour proxénétisme, pour avoir tiré des revenus de la prostitution d'autrui. Et lui, devant le tribunal correctionnel, va dire mais je ne peux pas être proxénète. Pourquoi vous... Il n'y a pas de prostitution chez moi, puisqu'il n'y a pas d'acte sexuel au sens, il n'y a pas de pénétration, puisqu'à aucun moment, personne, aucun des clients, aucun des policiers n'a pu apporter le moindre indice qu'il y ait eu une pénétration sexuelle, au sens pénétration vaginale par un pénis masculin. Il n'y a pas eu de pénétration, donc il n'y a pas de prostitution. Et le tribunal va condamner, ça va remonter jusqu'à la Cour de cassation qui va valider, en disant mais la prostitution, c'est dès lors qu'il y a contact physique contre rémunération dans un but de satisfaction sexuelle. 3 éléments, contact physique, rémunération, satisfaction sexuelle. Point. Donc c'est important parce que ça permet de dissocier ce qui n'est pas de la prostitution.
Le fait de le pipe show, c'est pas de la prostitution, il n'y a pas de contact. Le fait que quelqu'un se déshabille ou fasse de la danse suggestive, érotique, même à 5 cm du client qui bénéficie d'une danse privée, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de contact. Et ainsi de suite, la frontière, c'est, dès lors que les 3 critères sont vérifiés, contact, rémunération, satisfaction sexuelle, là il y a prostitution. Donc le gérant a été poursuivi et condamné pour proxénétisme dans cette hypothèse. Je reviens aux accompagnants sexuels. Lorsqu'aujourd'hui on a 2 catégories, je prends l'exemple que je cite souvent parce qu'il est réel, celui-là, d'un garçon de 30 ans qui a les 2 bras paralysés, qui ne peut pas se caresser tout seul, et qui a des érections, et qui a un désir et un consentement d'être caressé, d'être masturbé. Il y a 2 solutions. Où il trouve quelqu'un de généreux, d'altruiste, sacrificiel dans son entourage, sa maman, sa sœur, son infirmière, qui accepte bénévolement de soulager le pénis du manchot, pour l'expression de Georges Brassens, génial, soit il paye quelqu'un pour le faire. Et s'il paye quelqu'un pour le faire, eh bien c'est de la part de celui qui le fait contre rémunération, contact physique, rémunération, satisfaction sexuelle, c'est de la prostitution. On appelle ça de différentes étiquettes, mais c'est juridiquement de la prostitution. Et alors, il est où le souci sur le plan juridique? La prostitution n'est pas interdite. L'acte prostitutionnel n'est pas interdit de la part de celui qui le réalise. On verra que la loi d'avril 2016 modifie les choses du côté du client, mais du côté de celui qui le fait, l'acte prostitutionnel n'est pas aujourd'hui en France un acte pénalisé, incriminé, ça n'est pas une infraction pénale. Mais 2 problèmes se posent. Le problème du proxénétisme, d'une part, et le problème du client, d'autre part. Problème du proxénétisme, il n'est pas nouveau. Le proxénétisme, ou plutôt les proxénétismes en droit. Les proxénétismes recouvrent différentes formes. Il y a dans le code pénal, d'abord, et depuis très longtemps, depuis toujours même, l'incrimination pour celui qui incite, pousse, voire contraint autrui à se prostituer. Celui qui contraint autrui à se prostituer en utilisant différents moyens d'incitation, en particulier toujours la pauvreté, la précarité, etc., est un criminel au sens du droit pénal. Et s'il use de violence, et s'il use a fortiori d'actes de torture ou de barbarie, on est dans des crimes extrêmement sévèrement punis, depuis toujours. Les esclavagistes sexuels, on a même désormais des infractions en matière de traite des êtres humains au but d'exploitation sexuelle, sont des criminels, et il n'y a aucun souci sur le plan de l'interdit, c'est un interdit criminel fondamental. Alors me direz-vous, mais comment se fait-il qu'il y a encore des traites d'êtres humains, y compris en Europe, y compris sur les trottoirs de nos villes? Je dirais que ce n'est pas un problème d'outils juridiques, ce n'est pas un problème d'outils législatifs. Après, il faut avoir les moyens de repérer, de renseigner, de rassembler les preuves pour poursuivre. Peut-être qu'on a d'autres priorités aujourd'hui et que les quelques réseaux qu'on démantèle à l'occasion ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mais ça, c'est un problème de stratégie policière et judiciaire. Ce n'est pas un problème de loi. La loi, elle punit depuis toujours ceux qui forcent, ceux qui contraignent autrui à se prostituer. Mais il y a d'autres formes de proxénétisme. Il y a en particulier celui que vous connaissez bien, le proxénétisme de partage, celui qui bénéficie, le macro classique, qui va se faire acheter ses costumes et encore parfois ou ses chaussures bicolores par une personne qui se prostitue, une gagneuse, selon l'iconographie classique. Très bien, c'est aujourd'hui quelqu'un qui tombe sous le coup de la loi, c'est un délit. Mais, on en vient à la thématique qui nous occupe aujourd'hui, le proxénétisme qui est aujourd'hui problématique sur le plan, en tout cas, de l'analyse de la loi, c'est le proxénétisme par entremise, l'entremetteur. C'est-à-dire celui qui permet à l'offre de prostitution de rencontrer une demande. Celui-là est aujourd'hui auteur d'un délit punissable de 7 ans de prison. Celui qui fait l'entremetteur. C'est pas nouveau. Ça date de 1992 pour le nouveau code pénal et même d'avant. L'entremetteur est un proxénète, même si lui ne touche rien. Donc, pour reprendre un des témoignages de l'ouvrage qu'on a publié il y a 3 ans avec Alain Giamy et Anne-Marie Tognolo sur des sexualités et des handicaps, le père de famille parisien qui témoigne dans cet ouvrage que, une fois par mois, il a convenu avec son épouse pour leur fils
de 32 ans, handicapé, paralysé. Une fois par mois, il va sur les boulevards parisiens, sur les boulevards des Maréchaux, recruter une prostituée qui accepte de venir à domicile. Il la transporte, il la conduit près de son fils, il la paye, c'est lui qui paye la prostituée, elle passe quelques minutes, une demi-heure avec son fils, puis ensuite il la reconduit sur les boulevards. Aujourd'hui, ce monsieur, ce père de famille, il risque 7 ans de prison pour proxénétisme par entrevue. Au même titre qu'un responsable d'établissement, et j'en connais un dans la région Grand Est, qui a pris l'initiative, parce que pour lui c'est important, le mercredi, d'utiliser le véhicule de l'établissement pour emmener ceux qui sont volontaires et qui ont les moyens, parce qu'il y a une question d'argent, on en parlera peut-être dans la question, eh bien, auprès de personnes qui se prostituent. Lui, il assume, il est juridiquement un proxénète. Et enfin, et ça a été évoqué par Alain Jamy, un mot pour parler de Marcel Neuss et de l'association La Passe, association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, La Passe, qui a été construite suite à un certain nombre de déceptions dans le milieu associatif. Marcel Neuss a fait partie, en particulier en 2002 à Strasbourg, de collectifs dont l'APF qui avait décidé de réfléchir à ces questions. Comment faire changer la loi pour permettre des accompagnants sexuels auprès des personnes en situation de handicap? Au bout d'X années de tergiversation, parfois de diversité, de postures morales des uns et des autres, eh bien, Marcel Neuss a décidé en 2015, 2014 peut-être, de dire on arrête d'espérer que la loi change un jour ou que le ministère de ceci ou de cela prenne le dossier en main. On va tout simplement former des accompagnants volontaires et les mettre en relation avec des demandeurs. La Passe forme des accompagnants sexuels volontaires qui payent pour se former aux spécificités du handicap, à un certain nombre de situations. Et ensuite, La Passe, lorsqu'il y a des demandes d'accompagnement sexuel par des personnes en situation de handicap, les met en contact, ces demandes, avec des offres de services sexuels. Autrement dit, c'est du proxénétisme par entremise. C'est clairement du proxénétisme par entremise assumé. Assumé, et Marcel Neuss pousse la provocation jusqu'à communiquer régulièrement sur l'activité de cette association. Et surtout, pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont déjà vu, il doit faire 1m20 à peu près, Marcel Neuss, il est allongé, totalement dépendant, trachéo, etc. Il va jusqu'à dire qu'il attend, il espère qu'un procureur prenne l'initiative de poursuivre. Vous imaginez la scène de Marcel Neuss comparaissant dans le tribunal correctionnel, et mieux encore, une condamnation, une entrée, il faut trouver une prison qui soit adaptable, compatible, accessible, etc. Bref, ça serait l'occasion, selon lui, c'est sa conception militante de la chose, de véritablement mettre la société française face à ces contradictions. Et enfin, deuxième point dans cette troisième partie sur la liberté guidant le peuple, la loi du 13 avril 2007, dont je voudrais vous dire quelques mots, en espérant que je n'ai pas dépassé le temps imparti. Quelques mots sur cette loi dont vous avez forcément entendu parler, puisqu'elle a eu 2 ans de maturité préalable sur la pénalisation des clients des prostituées. D'abord les mots, ensuite les actes. Les mots, le courant qui depuis maintenant plus de 3 ans vise à pénaliser les clients des personnes qui se prostituent, est un mouvement très intéressant, transpolitique, avec des gens de droite, de gauche, c'est pas du tout clivant sur le plan politicien, qui s'est auto-intitulé courant abolitionniste. Avec derrière en particulier la grande association qui se bat là, sur ce terrain-là depuis toujours, c'est le NI, qui est un mouvement qui se bat contre la prostitution sous toutes ses formes. Pourquoi ce mot abolitionniste pose problème? Parce que nous, les juristes, on le connaît ce mot. Il y a eu dans l'histoire du droit 2 grands mouvements abolitionnistes. On se bat dans ces cas-là pour abolir une loi ou un mécanisme juridique. Il y a eu d'abord les abolitionnistes contre l'esclavage et les règles sur l'esclave, etc. C'est Victor Schœlcher, etc. Des abolitionnistes contre les lois sur l'esclavage. Et puis, de manière contemporaine, les abolitionnistes contre les lois sur la peine de mort. Pour abolir la peine de mort. On abolit des lois. Là, ce que veut abolir le NI et tous ceux qui vont dans ce sens, c'est abolir un fait. Le fait prostitutionnel, le fait qu'il y ait aujourd'hui, en France et dans le monde, des gens qui, à un moment ou à un autre, échangent des faveurs de nature sexuelle contre une rémunération. C'est intéressant, ça n'est pas
la même chose que de vouloir abolir une loi, un mécanisme ou un acte juridique, et de vouloir abolir des faits. En fait, ils n'ont pas osé assumer l'étiquette que l'on connaît dans ce domaine que nous, juristes, maîtrisons. Quand on veut interdire, quand on veut prohiber, c'est un courant prohibitionniste. Il faut l'assumer. On veut interdire. En France, on est prohibitionniste par rapport à l'usage du cannabis. On est pour la prohibition, c'est-à-dire qu'on interdit tel ou tel acte. Et ce n'est pas problématique, au contraire. Il me semble que vouloir que les mots aient un sens, c'est quelque chose de plutôt aidant, clarifiant sur le plan démocratique. Les actes, de quoi s'agit-il? Désormais, la loi du 13 avril punit d'une contravention, d'une amende pour les contraventions de la 5e classe, le fait d'avoir recours au service d'une personne qui se livre à la prostitution. C'est la loi, c'est désormais dans le code pénal, c'est l'article 611.1. Peu importe le contenu exact de ce texte, je voudrais juste en une phrase expliquer le courant qui sous-tend et la gravité de ce qui vient de se passer. On risque une amende, c'est pas fondamental, c'est pas un crime, c'est néanmoins un interdit nouveau dans la catégorie les plus faibles, les contraventions, mais c'est un interdit qui a été voulu, et dans l'exposé des motifs de la loi, il y a cette phrase sur laquelle je voudrais que vous réfléchissiez en même temps que nous. L'exposé des motifs dit « Toute relation sexuelle sans désir est une violence ». Et doit être considéré comme tel. Il faut donc interdire qu'il y ait des individus qui puissent bénéficier de services d'une personne qui se prostitue. On a derrière toute l'iconographie, interdit de vendre ses charmes, de faire commerce de son corps, etc. La remarque juridique que l'on peut faire, elle est à deux niveaux. Un, la prostituée ou le prostitué ne vend rien. Il ne vend pas son corps, jamais. Il se livre à une prestation contre rémunération. Quand on masse une épaule parce qu'on est professionnel de santé, c'est une prestation. Il y a un usager, il y a un prestataire, il y a une rémunération. Simplement, c'est l'épaule, c'est noble, c'est thérapeutique. Si c'est la bistouquette, alors là, c'est désormais moralement, et c'est là que la morale prend toute son ampleur, c'est moralement reprochable, si on veut. Qu'est-ce que ça change? C'est une prestation dans les deux cas. Deuxième remarque, confond le désir et le consentement. C'est très très grave pour les juristes. Parce que nous, juristes, faisons bien la différence entre le mobile, le pourquoi quelqu'un accepte, et le consentement. En matière de mariage, en matière de contrat, en matière médicale, le consentement est un critère de licéité, conformité au droit. S'il y a consentement, c'est conforme au droit, c'est licite. S'il n'y a pas consentement, c'est illicite. Très bien. On peut objectiver le consentement. L'individu était-il d'accord? Ça, on peut objectiver. Mais le pourquoi il était d'accord, ça, c'est de la subjectivité pure. Pourquoi M. Untel a consenti à un contrat de prêt auprès de son banquier? Pourquoi Mme Truc a consenti à un mariage avec M. Schmoldu? On s'en fiche. Y a-t-il consentement ou pas? C'est ça qui est objectivable. En matière sexuelle, on sait objectiver le consentement. Pourquoi samedi soir, Mme Untel a accepté une partie de jambes en l'air avec son partenaire? Par amour, par désir, parce qu'il a été gentil, parce que dimanche midi on va manger chez la belle-mère, parce qu'elle n'a pas fait de sport et qu'elle veut brûler 200 calories. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est était-elle d'accord ou pas? Si elle est d'accord, c'est licite. Si elle n'est pas d'accord, c'est illicite, c'est même un crime de viol. Mais dès lors que maintenant on introduit le critère du désir dans l'analyse d'un comportement, alors moi juriste, ça me pose problème, parce que si le désir devient un critère, il faudra une police du désir, des experts du désir et des juges du désir pour dire là, oui c'est bien, il y a du désir, vous pouvez faire, là vous ne pouvez pas faire. Ce qui est pour moi antinomique avec la liberté sexuelle qui est le principe et doit le rester. Simplement la liberté c'est un principe juridique. Quand on commence à bidouiller avec la morale, on risque de vider le principe de sa substance. Je termine par une citation parce que c'est notre habitude. Une citation qui me paraît importante, qui est d'un poète irlandais qui s'appelle Samuel Enney. Samuel Enney dit « Lorsque votre vie sexuelle est réussie, elle occupe moins de 3% de votre temps. Mais quand elle est ratée, c'est plus de 97% de vos préoccupations. » Merci. Bien, merci beaucoup, Bruno. Il nous reste 10 minutes si vous avez des questions, notamment concernant cette dernière intervention. Oui, c'est plus
un commentaire et un complément que remarque. Je crois qu'effectivement, il y a une notion qui est développée par une anthropologue d'origine italienne, Paola Capet, qui définit toutes les relations sexuelles comme des relations économico-sexuelles. C'est-à-dire que le travail sexuel est placé sur le même plan que le mariage. C'est-à-dire que le mariage n'est pas uniquement une relation d'amour et de désir, c'est aussi une relation économique. Donc effectivement, on peut se demander, enfin les sexologues le savent, qu'un grand nombre des relations sexuelles conjugales sont des relations sans désir. En fait, tu disais, voilà, on perd 200 calories, tout ça. Je n'ai pas d'Italie. Je parle de mon activité professionnelle. Effectivement, il peut y avoir une certaine porosité entre les deux. Mais je crois que c'est effectivement, si on applique le critère du désir à toutes les relations sexuelles, comme tu dis, enfin, il va falloir venir au chevet du lit conjugal aussi. Oui, j'avais une question ici. Voilà. Bonjour, Amélie Niemiec, je suis responsable juridique au département du Nord. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions. Alors, ma question ne concerne pas spécifiquement la dernière intervention, mais en fait, au département du Nord, on voit une convergence entre nos politiques personnes âgées et personnes handicapées, puisqu'on parle maintenant des politiques en fait, qui sont liées à l'autonomie. Et j'aurais voulu savoir un petit peu, au vu de tout ce que j'ai entendu, si le champ en fait, des personnes âgées est aussi réfléchi en termes de sexualité, puisque on le sait, il y a des handicaps aussi qui naissent de l'âge, voire du grand âge, et vous avez des personnes vulnérabilité, pardon, c'est aussi un petit peu la même thématique. Et on a des personnes qui sont par exemple en établissement de personnes âgées spécialisées, où là aussi il y a une sorte de tabou en fait concernant leur vie sexuelle. Alors il y a des chambres parfois couples, mais pour des pensionnaires qui ne se connaîtraient pas avant d'entrer en établissement, voilà. Est-ce qu'il y a des réflexions aussi qui sont menées à ce niveau-là également? Est-ce que vous êtes au courant? Qui veut répondre? Effectivement, avec le vieillissement de la population et l'allongement de l'espérance de vie, la question de la sexualité se pose. Et je crois qu'il y a un point commun entre les personnes âgées et les personnes handicapées, c'est la négation de la sexualité. C'est-à-dire, et on le sait, quand, je veux dire, on considère en général que les gens qui ont 25 ans plus que nous n'ont pas de vie sexuelle. C'est-à-dire nos parents, mais aussi les gens qui ont 25 ans de moins que nous. Hein. Je veux dire, c'est les gens avec lesquels on a un rapport de génération, c'est-à-dire celle d'après et celle d'avant, n'ont pas de vie sexuelle. Alors, ça fait effectivement partie. Alors, et c'est là que l'âge constitue en soi, du point de vue de la sexualité, un handicap, parce qu'il est sujet à discrimination et c'est-à-dire que les gens sont choqués dans les institutions, partout, quand ils assistent à des tentatives ou même à des tentatives ou des relations, enfin, assister à des relations sexuelles, ça peut être très perturbant ou très agréable. Je veux dire, c'est l'un des l'autre. Et ça, on y assiste relativement rarement en dehors des clubs échangistes. Mais donc, quand on voit des rapprochements érotiques entre des personnes âgées dans des établissements spécialisés, les personnes sont choquées. C'est comme si on voyait des enfants avoir des relations sexuelles. Donc il y a un gros travail sur les représentations qui est à faire. Et contrairement, je dirais, aux institutions qui reçoivent des enfants ou des adolescents, on n'a pas l'argument pédagogique pour les vieillards. Et ni non plus l'argument de la contraception. Il n'y a pas de risque de grossesse. Et il n'y a pas de futur. On n'a pas à les préparer, à les éduquer pour avoir une vie sexuelle épanouie. Donc je crois que c'est actuellement, alors et à ça se superposent les problèmes liés aux déficiences cognitives, aux maladies dégénératives, etc., qui portent sur le consentement. Je voudrais juste compléter en disant que ce qui se passe sous nos yeux depuis une vingtaine d'années, c'est que, en ce qui concerne les jeunes d'une part, et les personnes âgées d'autre part, on a un mouvement qui est assez intéressant, qui est totalement paradoxal dans sa symétrie. En ce qui concerne les jeunes, on a totalement
médicaliser le discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation sexuelle, depuis 20 ans, qui est maintenant au programme, dans toutes les écoles, etc., c'est pas une éducation sexuelle. C'est une éducation, une instruction à la biologie de la reproduction. Le cycle, les ovocytes, les follicules, etc., c'est super. Je ne connais pas grand monde que ça mette en état d'excitation quand on parler de ces questions. Par contre, si ce n'est quand même au travers des années SIDA où on a quand même introduit la question du préservatif, etc., mais c'est vraiment marginal, c'est des cours de biologie de la reproduction. On a médicalisé, en revanche, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais il y a une chose qu'on ne voit plus, quasiment. C'est des jeunes qui s'embrassent dans les espaces publics. Ces fameux amoureux qui se bécotaient sur les bancs publics, etc. Aujourd'hui, ça ne se voit plus. Aujourd'hui, les jeunes couples, ados, mais même jeunes adultes, etc., ils ne s'embrassent plus dans la rue, ils ne se tiennent plus par la main dans la rue. On a aujourd'hui, dans notre mode de vie public, gommé, effacé toute trace d'affectivité à l'intérieur des couples. D'accord ? À l'inverse, en ce qui concerne les personnes âgées, on a un passif de tabou, etc. Mais là encore, le discours, les paroles commencent à se libérer et ça passe par les représentations. On commence à avoir des films, des téléfilms où on parle d'histoire d'amour, de troisième vie, etc. De petites idylles qui se nouent, etc. Et là, la médicalisation est très intéressante parce que le concept de santé sexuelle commence à dire mais aujourd'hui, les personnes qui vieillissent en bonne santé sont aussi les personnes qui continuent à avoir, si ce n'est une vie sexuelle trépidante, parce que on a une prothèse de hanche, on a en tout cas des activités érotiques communes et des préoccupations, et ça peut passer par d'autres formes que la brouette tonkinoise ou la vis sans fin. Il y a d'autres manières d'avoir une sexualité au sens d'une sensualité, d'une santé, d'une bonne santé. Il faut compléter encore. La pornographie est un excellent indicateur de l'évolution des mœurs. Et si vous allez sur RedTube ou PornTube ou des trucs comme ça, vous allez voir, il y a des nouvelles catégories. Il y a la catégorie MILF, ça veut dire Mother You Like to Fuck. Il y a la catégorie mature et il y a la catégorie grand-mère. Donc on fait déjà la différence entre trois types de personnes âgées. Ce n'est pas les starlettes de 22 ans, ou de 15 ans. C'est au-delà. Et il y a donc une différenciation. Et ça devient, si vous voulez, le spectacle de la sexualité des personnes âgées devient un spectacle érotique. Il n'y a qu'à regarder les œuvres de Julian Freud, le neveu de Freud, qui a mis en scène des corps nus, je veux dire, ayant des relations sexuelles, sensuelles, etc. On a passé des images comme ça dans une formation pour éducateurs qui travaillaient avec des personnes âgées. Les gens ont été choqués. Et c'était des œuvres d'art. Hein. Julian Freud, c'est un grand peintre du XXe siècle. Les gens ont été choqués par ça. On n'a pas passé du porno, si vous voulez. Je crois que le cinéma et la télévision jouent un rôle énorme en matière de représentation, et on en a un autre exemple intéressant sur la question de l'homosexualité et de son acceptation, avec des films comme Brokeback Mountain, avec d'autres outings artistiques. Eh bien, on permet ce qui s'est passé quand même il y a 8 jours en France, c'est-à-dire qu'il y a eu un hommage public rendu par le mari d'un policier homosexuel tué en activité, et tout le monde a trouvé ça génial et personne n'a osé critiquer. Ah si. Bon, personne n'a osé critiquer. Et donc pour la grand-mère, finalement, le chaperon rouge et la grand-mère, Bettelheim disait que c'était pas une histoire de cannibalisme, hein, donc c'était pas d'accord. Mais au Brésil, manger, ça veut pas dire être cannibale. Juste pour faire écho. Excusez-moi, j'avais une question. Donc bonjour, je m'appelle Monsieur Louis, je suis éducateur spécialisé en maison d'accueil, et j'avais en fait une question d'ordre un peu plus concrète sur le terrain. En fait, finalement, si on a des demandes des résidents par rapport à justement pour avoir des relations sexuelles ou un épanouissement au niveau sexuel, finalement, on n'a aucune réponse valable en fait et concrète et juridiquement aussi acceptable à leur proposer, puisque déjà le fait de se renseigner par rapport à l'escort girl, l'instant sexuel, c'est de l'ordre du proxénétisme. Et il y a aussi le souci, en fait, c'est de l'établissement. Est-ce qu'il en va aussi la responsabilité du directeur de l'établissement d'accepter qu'une personne accompagnée, en fait, invite une escort girl dans sa chambre, qui est son lieu de vie, en fait, et c'est chez lui, en fait, donc
coup, est-ce qu'il aura aussi la responsabilité du directeur et de l'équipe accompagnante par rapport à ça? En théorie, toute personne qui soit fait l'entremetteur, soit facilite l'activité professionnelle, en théorie, et juridiquement fonctionnaire. Maintenant, sur cette thématique, et ça fait maintenant quand même une dizaine d'années qu'on en parle, etc., à ma connaissance, il y a 0 poursuite en la matière. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, certains directeurs d'établissement, certains présidents d'association voudraient qu'il y ait des poursuites, pour qu'enfin on attaque les vrais débats devant les tribunaux et qu'on mette la société française face à ces contradictions, face à ces hypocrisies. Donc certains vont carrément exprimer, publier qu'ils le font et il ne se passe rien. Donc vous imaginez bien que le risque réel, il est infinitésimal. Mais il existe. Il est... Alors, là, il y a une autre question du public, ça sera la toute dernière, parce que il est déjà midi et quart. Si on veut reprendre à l'heure, non? Bonjour, Ah, si. juste une petite question, je suis psychologue pour l'ADAPT dans un centre pour enfants, adolescents et jeunes adultes. Notre question, c'est surtout autour de la proximité et la nécessité entre adolescents et jeunes adultes et internat. Voilà, comment permettre à chacun avec un internat permanent, donc des jeunes qui sont là, des jeunes adolescents, mais aussi des jeunes adultes qui peuvent être là 365 jours sur 365. Comment leur permettre un épanouissement sur leur vie affective et sexuelle? D'un point de vue juridique, En une phrase concernant la sexualité des mineurs, moins de 15 ans, aucune sexualité avec un adulte, aucune. Même consentie, sollicitée, etc., aucune. De 15 à 18 ans, on parle de pré-majorité sexuelle, les adolescents peuvent avoir une vie sexuelle, avec toutefois 2 partenaires interdits, qui tombent sous le coup de la loi. Ils ne peuvent pas avoir de relations intimes avec un ascendant. D'accord ? Ils ne peuvent pas avoir de relations intimes avec quelqu'un qui a autorité sur eux. D'accord ? Ça, ce sont les délits d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, etc. Ça, c'est interdit. En revanche, pour tout le reste, à 15 ans, un ado a une relation, une amourette avec un autre ado, avec un adulte qui n'est pas son ascendant, qui n'a pas autorité sur lui, alors, juridiquement, il y a 0 souci. Attention, en situation scolaire, les gardiens d'externat, d'internat, les profs de l'élève ont une autorité sur lui. Pour ça, il faut attendre 18 ans. Bien. Oui, alors très rapidement, il y a peut-être une question qu'on n'a pas abordée, mais ça alimentera sans doute le débat pour cet après-midi. Il y a aussi l'impact médicamental sur le comportement justement des personnes handicapées et notamment le dosage des psychotropes qu'on donne, alors aussi bien aux personnes âgées, aux personnes handicapées mentales, voire handicapées physiques, a un effet souvent sur le comportement, des inhibitions ou inhibitions. Souvent c'est inhibition, mais ça peut être aussi des inhibitions. Et souvent, le personnel de soins confronté à ce genre de situation, on est amené à convoquer la famille pour savoir comment se comporter la personne avant son entrée dans l'établissement, pour savoir si c'est un comportement normal de la personne, c'est-à-dire s'il faut la laisser aller voir un tel ou un tel pour avoir des relations sexuelles, ou si c'est dû aux médicaments. Et là, il y a une question de responsabilité sur le plan pénal, sur le doute administratif, la responsabilité du médecin, le dosage, la responsabilité de l'établissement fermé ou contraint la relation. Je pense qu'il y a là un entrée qui peut être intéressant. Bien, eh bien, bon appétit à tout le monde et nous nous retrouvons donc ici à 13h30.